Cette affaire est absolument terrible. Elle recouvre des champs très différents. Benjamin Lecauge, c'est un drame pour la famille des victimes, évidemment. C'est un drame, évidemment, pour aussi tous ceux qui sont sous l'usage de stupéfiants, enfin, sous l'emprise des stupéfiants. Comment est-ce qu'on peut démêler le vrai du faux dans cette affaire ? C'est tout le problème de la célébrité qui tombe là parce que il y a des gens qui savent, qui ne veulent pas dire. On voit bien que personne ne vient soutenir Pierre Palmade. Personne n'essaye d'expliquer. Tous ses amis du métier ont tous disparu. On n'a vu aucune déclaration pour dire « Ah, le pauvre ». Enfin, voilà, il est totalement condamné, il est totalement condamnable, il est totalement irresponsable. Et en fait, ce qui va déterminer la suite, c'est effectivement qu'est-ce qui s'est passé avant ? Comment il a fait pour en arriver là ? C'est quoi ces histoires de personnes dans la voiture ? Depuis combien de temps il faisait la fête ? Tout ça est flou, tout ça est nébuleux. On sait que Pierre Palmade va finir par quitter le service de réanimation de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre pour une chambre où il pourra donc passer sous le régime de la garde à vue et être interrogé. Et ces premières explications vont être plus qu'attendues. Si tout va bien, ce sera d'ici 48 heures. D'ici 48 heures, on en saura peut-être plus sur ces activités qui ont précédé le jour de l'accident. Maître Slama, vous êtes avocat. Il risque quoi exactement, là, Pierre Palmade ? Alors, si jamais l'homicide involontaire est retenu, il peut risquer jusqu'à 10 ans. Mais c'est très tôt pour le dire. On sait d'ailleurs que, vous l'avez dit, ça va dépendre de la jurisprudence. Est-ce que le fœtus était vivant et viable ? Tout ça, en plus, c'est une jurisprudence fragile. C'est même pas la loi, pour l'instant, qui s'est chargée de dire ça. C'est seulement la jurisprudence qui est revenue dessus en 2003. Mais ça peut aller jusqu'à 10 ans si jamais c'est homicide volontaire avec 2 circonstances aggravantes. La première étant bien sûr le fait d'avoir consommé des produits stupéfiants et une deuxième circonstance aggravante pourrait être bien sûr la vitesse trop importante. Ça, c'est la peine encourue maximale. Dans les faits, bien sûr qu'il est trop tôt. Il est trop tôt même. Vous avez dit, je comprends, il est condamné, condamnable. C'est même un peu trop tôt pour dire ça. La présomption d'innocence, c'est pas juste quelque chose de théorique, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans la voiture. Il y a 2 personnes qui sont en fuite. Est-ce qu'il y a pu y avoir des conflits internes dans la voiture ? On peut tout imaginer encore. Donc l'enquête va durer. Et la question qui pourrait se poser dans les heures ou plutôt les jours à venir, à l'issue de sa garde à vue, quand il sera en état d'être entendu et d'être placé en garde à vue, la question qui pourrait se poser, c'est celle de la détention provisoire. Et donc de la prison. Est-ce que c'est régulier dans ces cas-là de conducteurs qui provoquent des accidents mortels ? Alors, ce n'est pas si régulier que ça. Cela peut arriver. Là, il y a une circonstance qui fait qu'éventuellement cela pourrait arriver. C'est qu'il y a 2 personnes qui sont dans la nature. Or, les magistrats, lorsqu'il peut y avoir des concertations, on appelle ça des concertations frauduleuses dans le monde de la justice, si jamais un individu pourrait aller se concerter avec d'autres individus qui sont libres pour s'entendre sur une version des faits, c'est quelque chose qui est de nature à aller vers un risque de détention provisoire. Mais on peut aussi penser que le temps de la garde à vue, Pierre Palmade pourrait donner des informations sur ces 2 individus qui pourraient être appréhendés, interpellés, et donc finalement, il n'y aurait pas ce risque-là de concertation frauduleuse. Donc c'est un petit peu tôt pour savoir, et bien évidemment, on n'a pas accès au dossier, mais pour savoir s'il pourrait y avoir de la détention, ça n'arrive pas forcément dans la majorité des cas, c'est de nature délictuelle et non criminelle. Maintenant, rien ne peut être totalement exclu à ce stade. Bien sûr. Docteur Dorido, vous êtes psychologue. On sait que Pierre Palmade, il l'avait raconté à plusieurs reprises dans un livre, dans les médias, souffrait d'une addiction à la cocaïne. Dans ces cas-là, c'est quelque chose d'irrépressible. Les cures de désintoxication ne fonctionnent pas sur certains individus. Alors les cures ne fonctionnent pas, ça déjà c'est un fait, c'est un échec flagrant, ça ne marche pas. Mais sur personne ? Non, sur personne. C'est-à-dire que, si vous voulez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc la cure, vous allez retirer une personne de son contexte habituel. Si vous prenez l'alcool, qui est une drogue en vente libre qui fait des ravages inouïs, vous prenez quelqu'un, vous l'isolez, vous le mettez dans un hôpital, dans une clinique. Bien sûr que la personne ne consomme plus de produits dans le meilleur des cas, parce qu'il y a des dealers aux abords de ces espaces. C'est normal, ils vont chercher les clients là où ils se trouvent. Quand bien même la personne ne consomme pas de produits pendant la cure, quand elle retourne à son quotidien, la personne croise un bistrot, et au premier bistrot, elle retourne boire de l'alcool. Mais il y a des gens qui s'en sortent aussi, docteur. Oui, pas grâce aux cures. D'accord, ok. Attention. Parce qu'ils ont la volonté de s'en sortir. Vous me posez une question sur la cure. Donc, si vous voulez, la cure, ça ne marche pas. La volonté, ça ne marche pas non plus. Ce qui fonctionne, c'est une prise en charge adaptée. Et c'est un fait qu'en France, nous sommes très, très loin du compte en matière de santé publique sur la prise en charge de la toxicomanie. D'accord. Et la cocaïne est une drogue particulière, avec une accoutumance particulière ? Alors bien sûr que toutes les drogues sont particulières, il y a différents produits addictogènes. Là, on est très vraisemblablement dans le cas d'une polytoxicomanie avec de la cocaïne, vraisemblablement de l'alcool, vraisemblablement peut-être des méthamphétamines, peut-être sur fond de ce qu'on appelle le chemsex, des pratiques
sexuelle assez hard qui s'étale sur plusieurs jours de par justement la prise de ces produits psychoactifs aux effets très puissants. Donc oui, il y a des particularités pour chaque produit. Le point commun, vous l'avez dit, c'est que la personne est dans l'incapacité totale, quand bien même elle aimerait décrocher, quand bien même elle aimerait devenir clean, le produit la rappelle systématiquement. Benjamin Lecoq, vous êtes journaliste à Paris Match. On sait que Pierre Palmade, il l'a raconté, avait fait plusieurs cures de désintoxication. Il en avait même fait une au mois de septembre. Ah oui, c'est très récent. Voilà, une récente, parce qu'encore une fois, il sentait que ça n'allait pas, et son entourage lui disait « Pierrot, faut faire quelque chose ». Et donc, il était parti pour une cure de 3 semaines, et il n'est resté qu'une semaine. Parce qu'il n'a pas tenu le coup ? Parce qu'il n'a jamais tenu le coup. Sur les 3 cures dont il a parlé, parce qu'il n'en a pas fait que 3, il a souvent essayé, il n'y en a qu'une où il a vraiment dit qu'il avait été au bout, mais la première fois, il est resté 3 jours, la deuxième 3 semaines, et la dernière 1 semaine. Donc, il y avait une volonté d'essayer, mais en fait, avait-il vraiment envie de s'en sortir ? C'est ça que l'une des grandes questions aussi, parce qu'il a systématiquement replongé. Vous avez signalé le silence assourdissant du monde du show business autour du cas Pierre Palmade. Est-ce que l'on sait dans quel état d'esprit il est, lui, à l'heure actuelle ou pas ? On ne sait pas trop, justement, personne ne parle. On ne sait pas de ce que j'entends. Il est hagard, il est hébété, il ne comprend pas ce qui... Voilà, il a appris les choses tardivement, il a eu quand même 24 heures bien sonnées. Mais encore une fois... personne n'a voulu prendre position et aller dire... Et prendre la responsabilité de s'exprimer dans les médias pour parler à sa place. Les effets de ces drogues, docteur Dorido, s'estompent rapidement ou on peut rester 48 heures encore sous l'emprise de ces stupéfiants ? Alors les effets, ils s'estompent de toute manière. Maintenant, je crois qu'il faut vraiment faire attention. J'entends parler de désir réel ou irréel de s'en sortir. Il faut vraiment en finir avec le mythe du quand on veut, on peut. C'est précisément le monde de la dépendance aux drogues et aux substances. C'est précisément tout le contraire. C'est que même quand on veut, on ne peut pas. Et ça, c'est vraiment important que le grand public comprenne la situation, parce que même le monde de la santé, parfois, aurait besoin peut-être de davantage de formation pour comprendre que précisément, même la meilleure volonté du monde est impuissante face aux produits, impuissante face aux personnes qui en font le commerce. C'est quand même un problème majeur. Il y a toujours des personnes bien intentionnées qui vous rappellent, pas le mardi matin quand la personne est au job, des personnes vous rappellent quand elles savent que vous êtes fragile, que vous n'avez pas le moral, que vous êtes seul, et là elles vous tombent dessus parce que vous êtes leur gagne-pain, et c'est un vrai problème là aussi. Dans son livre, Pierre Palmade utilisait le mot de maladie incurable pour parler de sa dépendance. À la toxicomanie et à la cocaïne. Pardon d'être un peu à cheval sur les mots. Je parlerai plutôt de maladie chronique. Ce n'est pas incurable. C'est important de le rappeler. Tout le monde peut s'en sortir avec une prise en charge adaptée. En revanche, oui, ça devient une maladie chronique. C'est-à-dire que la personne, les alcooliques anonymes le disent, un verre c'est trop, 1000 verres c'est pas assez. Elle doit accepter qu'elle a cette maladie chronique, mais elle peut vivre normalement et être heureuse, même sans produit. C'est d'ailleurs, le bonheur ne passe que par une acceptation qu'il n'y aura plus de produits. D'accord. On parlait de l'état de santé des victimes de cet accident. On va rejoindre notre envoyé spécial Régine Delfour avec Charles Pousseau. Vous êtes, bonsoir à tous les deux, devant l'hôpital Beaujon à Clichy, où se trouvent hospitalisés les 2 adultes qui étaient dans la voiture en face de celle de Pierre Palmade, le conducteur, et puis une jeune femme qui était enceinte de 6 mois et demi. Est-ce que l'on a des nouvelles de leur état de santé, Régine ? Oui, bonsoir Laurence. Écoutez, le conducteur de la Mégane, son état de santé est des plus préoccupants. Je vous rappelle qu'il est âgé d'une 40aine d'années, il est polytraumatisé, il a subi pas moins de 5 opérations depuis l'accident, donc des opérations au niveau des bras mais aussi des jambes. Un membre de sa famille, son cousin, nous confiait qu'il devait subir une 6e opération. Elle devrait être au niveau de la moelle épinière, donc c'est un état très préoccupant. Ensuite, évidemment, sa belle-sœur, cette jeune femme d'une 30aine d'années qui était enceinte de 6 mois et demi et qui a perdu son bébé, est également dans un état très grave. Et puis, il y a ce petit garçon de 6 ans, c'est le fils cadet du conducteur et qui, lui, a subi un traumatisme crânien. Il est, lui, hospitalisé à l'hôpital Necker. Merci beaucoup, Régine Delfour et Charles Pousseau, pour ces précisions. Maître Slama, on pense aux victimes aussi. Là, on a appris que la voiture de Pierre Palmade n'était pas assurée. Comment ça se passe dans ces cas-là pour les victimes de l'accident ?
Alors de toute façon, même si la voiture n'est pas assurée, il y aura une indemnisation, il y a des caisses qui sont mises en place, on appelle ça la CIVI. L'indemnisation, de toute façon, elle aura lieu. Maintenant, la question, ce sera de savoir sur qui ça va tomber. Est-ce que ce sera sur Pierre Palmade lui-même? Est-ce que ce sera sur son assurance? Mais effectivement, s'il n'est pas assuré, ça peut être bien plus grave, et en tout cas, ça peut être bien plus compliqué d'avoir cette indemnisation. Mais c'est vrai, et on a raison de souligner que malheureusement, d'un point de vue judiciaire, je parle même pas de tout ce qui concerne la santé et qui est parfois incurable pour le coup, mais d'un point de vue judiciaire seulement, le parcours d'une victime, c'est parfois un parcours de combattant, parce que le procès peut être dans extrêmement longtemps, il peut y avoir tout un tas d'expertises, de contre-expertises. Parfois, le simple fait de devoir répéter ce qui s'est passé une première fois à ses proches, une deuxième fois à un officier de police judiciaire, parfois une troisième fois à un juge d'instruction, éventuellement une quatrième fois lors du procès. Le fait de répéter ce qu'on a vécu et qui peut être déjà à vivre extrêmement traumatisant, mais le fait de le répéter 3, 4, 5 fois sur une fourchette de temps qui peut aller de 1 à 2 ans, et parfois et ça peut être assez difficile parce qu'il y a des échelles qui sont mises en place pour la douleur. On estime que vous avez un préjudice de douleur que l'on situe à 3 sur 7, un préjudice corporel ou un préjudice physique, par exemple, de 4 sur 7. Tout ça peut être extrêmement difficile à vivre, donc c'est long. Et encore une fois, il y a le parcours médical qui est déjà très difficile, le parcours judiciaire qui s'inscrit en parallèle et qui rajoute une forte pénibilité à tout ce qui est vécu actuellement. Bien sûr, et on pense évidemment à ces victimes qui sont à l'hôpital, ce bébé qui a disparu, Benjamin Locoge. Ce qui était frappant dans les réactions ce week-end, c'était la colère contre ce qui s'est passé, contre Pierre Palmade, oui, c'est totalement, contre quelqu'un qu'on estime être privilégié. Voilà. Les gens sont révoltés, ne comprennent pas comment est-ce qu'à la limite, qu'il se fasse du mal à lui-même, très bien, mais qui brise la vie d'une famille comme ça par irresponsabilité, c'est intolérable, surtout quand on est un personnage public. On a quand même un minimum de devoir d'exemplarité, même si on ne l'est jamais. Mais il y a des choses qui ne se font pas. Et là, on est tombé dans le tragique, enfin, rien ne... Je vois pas comment il pourra un jour remonter sur scène ou jouer la carte « j'ai compris et je reviens ». Fait repentance. Un dernier mot, docteur Dorido, encore une fois. On ne réalise pas, quand on est dans ces états-là, ce que l'on fait. On n'est pas conscient, quand on prend sa voiture, qu'on peut provoquer un accident. Ah oui, il y a de toute façon un rapport à la réalité qui devient extrêmement ténu. Bien sûr que la personne, il y a un sentiment classiquement de toute puissance que provoque la prise notamment de cocaïne. Et oui, la violence routière, c'est une réalité. Et là, c'est vrai que pour cette famille, c'est absolument affreux. On pense à ces personnes pour qui la vie est bouleversé du jour au lendemain à jamais. Et à cet enfant qui est mort dans le ventre de sa maman. Merci beaucoup, docteur Dorido. Merci, maître Slama. Merci, Benjamin Locoge. Votre enquête complète à suivre jeudi en kiosque dans le prochain numéro de Paris Match. Merci beaucoup à vous trois d'être venus sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1.